Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous avons en studio le Subaru Forester. J'ai aussi fait l'essai de différents types de traction intégrale du côté de chez Toyota. On va poursuivre nos chroniques mécaniques avec Jean Guéroy de DRNA Pneus Mécaniques. On va aussi poursuivre nos chroniques d'esthétique avec Silver Wax. On va recevoir M. Mario Vaillancourt de la Société de l'assurance auto du Québec qui a des bonnes nouvelles pour nous. Mais est-ce vraiment des bonnes nouvelles? On va lui poser la question. Évidemment, on va lui parler un petit peu plus tard et à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage de telemac.tv ou via notre Facebook. Salut Jacques. Salut Daniel. Ça va bien? Ben oui, je vais bien, merci. Bon, en pleine forme? Oui, je le suis. Bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Jacques, on a avec nous Subaru Forester. Ben oui. J'ai conduit ce véhicule-là. Rien d'extraordinaire. Là, cette année, quelques modifications sur le véhicule. On a des phares directionnels ADEL maintenant qui sont assistés maintenant de série. On a un rappel de ceinture de sécurité arrière de série également. Et pour 2021, un volant chauffant livrable sur plus de versions et de série sur Touring et supérieur. Puis on a un prix de départ agressif à 28 900 $. C'est les nouveautés sur le Forester. Mais lorsque je conduisais le véhicule, j'étais à bord, je me disais, je pense que c'est la version que je préfère chez Subaru. Je la préfère au Legacy, je la préfère à l'Impreza, évidemment, et au Ascend. Je trouve que c'est le format idéal pour nous ici au Québec, le comportement, la solidité du véhicule. Et j'aime presque complètement l'intérieur, sauf le bloc instrument. Oui, tu as raison, c'est que Subaru Forester, ben, c'est une belle dimension, belle hauteur aussi. Il me semble que c'est moins haut un peu qu'il était l'ancien modèle. Mais celui-là, quand on embarque dedans, on sent qu'on a juste une bonne hauteur de dégagement pour la tête. Les sièges sont bons. Le tableau de bord, bien, il y aurait du travail à faire là-dessus. C'est pas eux qui ont inventé les plus beaux tableaux de bord. Mais on se retrouve quand même assez facilement. Ouais. J'aime ça, le volant qui est chauffant ou pas, là, mais il y a quand même un beau volant qui se prend bien en main. Et des choses que je remarque, moi, parce que les gens qui achètent ces véhicules-là, c'est pas tout le monde qui vont aller dans du hors-route ou qui vont aller dans des, je sais pas, camps de pêche, chasse, etc. Mais tu as un bon appui-pied encore, de la place pour te mettre les pieds et être solide dedans. J'ai trouvé qu'il y avait du dégagement aussi au niveau des coudes. Fait que ça, c'est des choses assez importantes parce que tu montes deux personnes en avant, puis tu es assez bien habillé, etc. Bien, tu vas être confortable quand même. Et les places en arrière aussi sont confortables. Oui. Alors, c'est un véhicule qui est... Bien, le 4 cylindres qu'il y a dedans, qu'on le veuille ou pas, c'est des moteurs grogneux. Et ça fait partie de, comment je dirais ça, de l'ADN d'un Subaru qui a un moteur grogneux. C'est comme les anciens moteurs de Volkswagen Beetle. Tous les moteurs à plat comme ça ont un son très particulier. Puis moi, c'est un son que je trouve agréable. Mais au début, les gens qui ne connaissent pas les Subaru, ils montent à bord, ils trouvent ça un peu grogneux. Un peu grogneux, même au niveau du roulement sur la route, etc. C'est pas un véhicule qui a une grande douceur, mais c'est un véhicule qui fait tout. Au niveau de traction, tout ça, ils ont une très bonne traction, puis c'est agréable. On se sent en sécurité à bord de ce véhicule-là. Absolument. 182 chevaux pour la motorisation. Il y a quand même un bon couple à 176 livres pied-couple. La CVT fait un bon travail, livre bien la marchandise, donc donne de la puissance au conducteur. En roulement, j'ai rien à dire, solide sur la route, confortable. Je te dis, je suis vraiment étonné du comportement de ce véhicule-là. L'arrêt-démarrage automatique, bien, c'est pas ce qu'il y a de plus doux. On est habitué avec les versions, surtout hybrides. Le moteur arrête, c'est très doux, il repart, c'est très doux. Là, on le sent un peu plus, comme tu as dit, grogneux. Les tissus montés à bord, beaucoup moins de plastique. Le système d'infodivertissement, facile à utiliser, encore une fois. L'aménagement intérieur, bon siège confortable avec de bons supports. Dans l'ensemble, le format est, à mon avis, idéal pour ceux qui ne recherchent peut-être pas le vrai sport utilitaire ou à mi-chemin entre la voiture et le sport utilitaire. Le Forester, à un moment donné, je me disais à quoi qu'il sert le Forester. Je pensais qu'il allait l'abandonner pour quand la scène allait arriver. Puis là, on avait peut-être un de trop. Mais je me dis, il faut garder le Forester parce que c'est un beau format. Alors, bravo pour Subaru pour ça. Le Crosstrek qui est en là, ça, je trouve que c'est juste l'échelon
plus haut. Oui. Si on avait grossi le Crosstrek, peut-être que on aurait fait Forester Crosstrek, on dit, et le Legacy, là, on a peut-être un de trop dans le trio. Ouais. Mais là, finalement, je pense que... Non, il y a une bonne. 1500 livres de remorquage à part ça. Parfait. Merci, Jacques. On s'en parle plus Plaisir. tard. Et voilà, on se déplace maintenant chez Desharnais Pneus Mécaniques. Cette chronique vous est présentée par Napa Auto Pro en collaboration avec Desharnais, le connaisseur membre du réseau .S. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécaniques et je suis en compagnie de Jean-Guy Roy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors Jean-Guy, cette semaine, on va parler de l'huile, on va parler de la filtration également, mais commençons avec la fameuse huile et surtout l'huile moteur. Surtout l'huile moteur. On a plusieurs huiles sur notre véhicule, mais l'huile la plus courante, la plus sollicitée également, c'est l'huile moteur. Notre huile moteur, on sait qu'on a des grades d'huile à respecter, ça c'est courant, mais maintenant, aujourd'hui, avec le véhicule hybride et les petites cylindrées, le grade d'huile le plus courant, c'est le 5W20. C'est un grade d'huile qu'il faut respecter. Là, on a le fameux combat d'huile minérale, huile synthétique. Ouais. Et ce débat-là est de plus en plus présent. On rencontre de plus en plus de véhicules qui fonctionnent à l'huile synthétique. Pourquoi? Ça dépend des chemins d'huile. Notre conception, l'architecture de notre mécanique du moteur en dessous de notre capot, fait en sorte que c'est elle qui va décider si on doit fonctionner avec de l'huile synthétique au lieu de l'huile minérale. Pour quelle raison? Parce que l'huile minérale a le moins d'écoulement que l'huile synthétique. L'huile synthétique va s'écouler plus, donc dans des chemins d'huile qui sont plus étroits, va être beaucoup plus efficace au niveau lubrification. La recherche est faite, hein? Donc c'est pour ça que c'est important de prendre le bon grade d'huile pour que l'huile se promène à la vitesse voulue par le manufacturier dans le moteur. Absolument, Daniel, parce que ça, c'est la base de notre entretien qu'on a à faire sur notre véhicule. Parce que l'huile, ça a deux fonctions essentielles. Ça en a plusieurs, mais les deux principales fonctions, c'est la lubrification et le refroidissement des pièces qui sont en mouvement dans votre moteur. N'oubliez pas qu'une huile qui n'est pas adéquate, qui est contaminée, ne fera pas le travail au niveau de refroidir. Et on va faire de la surchauffe dans certaines places dans notre moteur et qui va occasionner des problèmes ou de l'usure prématurée de notre moteur. J'ai vu souvent des véhicules avec des moteurs avec un kilométrage de 40, 50, 60 000 kilos, puis qui étaient usés comme à 100, 120 000 kilos. Puis ça, on en voit régulièrement. Pourquoi? Parce qu'on a prolongé nos vidanges d'huile, parce qu'il y a toujours deux choses, facteur temps, facteur kilométrage. Mais Jean-Guy, il y a aussi les manufacturiers qui n'aident pas non plus, parce que les manufacturiers sont en train d'étirer eux-mêmes les entretiens sur les véhicules à du 8. Avant, c'était 6, là, on est 5, 6, 8, 12, puis 16 000 km. Exact. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est rendu un atout pour la vente. Et c'est pas, dans certains cas, je dirais, dans la plupart des cas, c'est ne pas rendre service aux consommateurs qui achètent leurs produits en plus, de leur conseiller de faire un entretien mitigé. Parce que cet entretien-là, oui, elle va passer le test dans des conditions idéales. Conditions idéales, c'est quoi? Premièrement, le changement de température. Dans une condition de température égale, ce qu'on n'a pas ici au Québec. Et à ce moment-là, et aussi dans une sollicitation du moteur égale aussi, sur un banc d'essai. Un banc d'essai, à ce moment-là, on va dissérer. En situation laboratoire, ça va bien. Ça va super bien. Mais par contre, on part de la maison, on part de notre véhicule, il est froid, on part, on fait 5 km, on l'arrête. Hop, là, il a juste eu le temps de venir tiède un peu, pas chaud, juste entre les deux. On repart le soir en fin du travail, hop, on rentre à la maison, encore le même phénomène, passe la nuit, on refait le même phénomène le lendemain, et ainsi de suite comme ça. Donc, on demande beaucoup à notre huile moteur. Et à chaque fois que l'huile moteur va à une certaine température, qu'elle n'aura pas roulé pendant X nombre de kilomètres pour atteindre la température maximale, ça fait en sorte qu'il y a une contamination. Quand on dit contaminer l'huile, c'est quoi? Cette contamination-là, c'est pour le changement qui se produit à l'intérieur de notre carter d'huile où il va y avoir des gouttelettes d'eau qui vont se former, l'humidité. Parce que l'huile, en refroidissant, parce qu'elle va avoir monté une certaine température, elle va développer de l'humidité et ça va faire en sorte que ça va se traduire par de l'eau. Et de l'eau et de l'huile, ça ne fait pas bon ménage. Absolument pas. Ça fait que c'est pas fait pour aller ensemble. Donc, c'est ça qu'on appelle la contamination de l'huile.
Autre huile, Jean-Guy, rapidement, cerveau-frein, cerveau-direction. Oui, cerveau-frein surtout. Cerveau-frein, là, l'huile du système de freinage, on a des systèmes de freinage qu'on retrouve dans le parc automobile de plus en plus aujourd'hui. On a des étriers à 2 pistons, 4 pistons, des freins à disque aux 4 roues pratiquement sur tous les véhicules, dans une grande proportion de véhicules. Donc, on sollicite beaucoup le système de freinage. Et quand on dit qu'on sollicite beaucoup le système de freinage, c'est qu'on sollicite beaucoup notre huile à frein. Parce que l'huile à frein, c'est elle qui fait le travail. Il ne faut pas se leurrer là-dedans que dire que notre huile à frein, c'est elle qui va donner une pédale de frein qui va être efficace. Deuxième des choses, que tous les pistons de nos étriers vont bien travailler. Et quand on a un système à tambour à l'arrière, bien, les cylindres de frein, c'est la même chose. Donc, l'huile hydraulique, l'huile de frein, joue un très grand rôle dans notre système de freinage sur notre véhicule. Et c'est là qu'on dit si on a un système efficace ou non sur notre véhicule. Donc, votre huile à frein, faites-le vérifier. Il se fait un adapteur où on va mettre une jauge dessus pour voir si elle est contaminée. Encore une fois, la contamination de l'huile à frein, c'est la même chose. C'est le refroidissement et le réchauffement de l'huile. La différence entre les deux, ça forme des gouttelettes, l'humidité. Et dites-vous que de l'eau dans un système de frein, dans de l'huile à frein, ça ne se compresse pas quand on appuie le pédale, ça fait une pédale spongieuse. Puis deuxième des choses, quand on dit « Ah, on a un piston d'étrier qui ne revient pas comme il faut », pourquoi? Parce qu'il va y avoir eu une mauvaise huile à frein, on va avoir contaminé la tubulure sur le piston, et à ce moment-là, ça va faire en sorte qu'il va avoir grippé un petit peu, il va avoir collé, et on n'aura pas un système de frein efficace. Donc, c'est très important. Crémaillère, l'huile à crémaillère, même chose. L'huile à crémaillère est aussi importante que notre huile à transmission. Fait que ces deux huiles-là, l'huile à crémaillère, l'huile à transmission, les transmissions, on peut en parler. On a des transmissions qui sont beaucoup plus efficaces. Hein? On parle des transmissions de 5, 6, 8, 10 vitesses. Hein? Fait qu'on en met des vitesses. Et toutes ces vitesses-là sont changées, les changements de vitesse, par quoi? Par l'huile. C'est toute une question de pression d'huile qui fait changer les vitesses. Absolument. Dans une transmission. Fait à ce moment-là, si votre huile n'est pas efficace, on va endommager beaucoup le système d'embrayage dans ces transmissions automatiques-là et on va se ramasser avec des problèmes de transmission et ce qu'on remarque de plus en plus dans le parc automobile qui ont des transmissions à plusieurs vitesses et qu'on a été négligent sur l'entretien de l'huile à transmission, on remarque aussi des vibrations, une source de vibration beaucoup plus présente aujourd'hui. C'est rare une semaine que je n'ai pas un consommateur que je rencontre qui n'a pas un problème de vibration qui vient à l'intérieur de la transmission. Bien, parlons-en des vibrations parce qu'avec les 4 roues motrices, aujourd'hui, il vient les différentiels. Oui, et là aussi, la même chose. On a besoin de changer l'huile parce que les vibrations arrivent rapidement. Oui, rapidement. Ça, c'est un bon point, Daniel. Mais donc, l'huile à transmission, c'est très, très important. C'est très d'actualité. Suivez ça de près. Dites à votre garagiste de vérifier votre huile à transmission, la qualité de l'huile, et n'hésitez pas, autour de 36 000 kilos, là, on change ça, ça presse. Puis l'huile à cerveau-direction, c'est la même chose. Notre huile à une crémaillère, on sait comment ça coûte, c'est dispendieux à remplacer. Si on a été négligent un peu, son problème, c'est que si on n'a pas remplacé l'huile à temps dans notre crémaillère, c'est les joints d'étanchéité de chaque côté, de chaque bout de notre crémaillère, qui vont se mettre à couler. Fait qu'on a une crémaillère qui coule, c'est désastreux, hein? Fait qu'il faut remplacer la crémaillère. Et à ce moment-là, c'est parce qu'on aurait été négligent au départ. Un mot rapide sur la filtration. La filtration. Bien, une chose qui est très d'actualité hein, avec ce qu'on vit comme pandémie, fait qu'il ne faut pas exagérer, mais ça a toujours été présent dans notre domaine. Mais peut-être qu'on a plus d'attention quand on parle aux consommateurs du filtre d'habitat. Fait que vous avez un filtre à air pour le moteur, mais pour les passagers et vous, le conducteur, vous avez un filtre qui est destiné pour vous. C'est l'air que vous allez respirer dans l'habitacle du véhicule. Hein? Fait que notre filtre d'habitacle, pratiquement tous les véhicules, à 99 % des véhicules qui sont dans le parc automobile, ont un filtre d'habitacle. Et ce filtre-là, souvent, quand on retire ça de son socle, des fois, on a des méchantes surprises parce qu'il en a ramassé du stock. Fait que surtout au printemps, c'est important de voir ça, de voir le ménage à faire là-dessus, pour justement, parce que en plus de ça, il y a un phénomène de plus en plus présent aussi. On a beaucoup d'air climatisé sur nos véhicules, donc on roule beaucoup plus souvent qu'anciennement avec les vitres fermées. Donc, c'est encore doublement plus important, notre fil d'habitacle, pour l'air qu'on respire, de le faire remplacer. Au pire, de le faire vérifier, au moins s'il en est dû.
Votre filtre à air joue un grand rôle. On parlait la semaine dernière, Daniel, de l'encrassement de notre moteur si on n'a pas le bon mélange air-essence. Mais le filtre à air joue un grand rôle dans ça, parce que c'est lui qui laisse passer assez d'air pour calibrer notre mélange air-essence. Si notre filtre à air est obstrué, donc notre mélange air-essence n'est plus bon, et à ce moment-là, ça fait un moteur qui va s'encrasser plus rapidement, et deuxièmement, va contaminer notre huile moteur plus rapidement, parce qu'il va envoyer plus d'essence dans les chambres de combustion qui ne sera pas brûlée, et cette essence-là va se ramasser où? Dans le carter d'huile, qui va venir en contamination de notre huile moteur. Et le filtre à l'huile. Le filtre à l'huile, lui, joue un grand rôle. C'est par tous ces petits orifices-là qu'on va filtrer ça et qu'on va rentrer justement à l'intérieur pour tout filtrer notre huile moteur. Un mot en passant, sur les filtres à l'huile, souvent, je conseille à des gens, quand ils veulent faire des kilométrages élevés avec l'huile synthétique, au moins de remplacer leur filtre à l'huile plus régulièrement. Fait que ça vient compenser un peu la balance entre les deux. Voilà, merci beaucoup Jean-Guy. Au plaisir. Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes présentement chez Silverwax. Je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut Richard. Salut Daniel. Alors Richard, aujourd'hui, on lave notre voiture et étrangement, il y a beaucoup de façons de le faire, beaucoup plus qu'on pense, à commencer avec le sans eau et le choix des cadeaux par après, parce que je peux dire qu'on a plusieurs méthodes. On va commencer justement avec sans eau. Oui, bien, c'est ça qui est le fun aujourd'hui. Hein? Tout dépendant de ta situation, où ce que tu restes, tu peux laver ton véhicule. Justement, quand on parle de dry wash, le produit sans eau, justement, c'est un produit qui est intéressant parce que tout ce que tu as besoin d'environ 7-8 microfibres, puis tu peux laver ta voiture au complet. À l'extérieur, tu es sur le bord du trottoir, puis tu peux le laver avec ça, et ta voiture, elle vient impeccable. Bon, tu parles de 7-8 microfibres. On a toujours tendance à étirer trop longtemps nos microfibres. Je suis comme ça avant de les changer. Explique-moi un peu comment est-ce qu'on procède. Oui, exactement. Pourquoi on prend beaucoup de microfibres? Parce que là, compte tenu qu'on ne rince pas le véhicule avant, c'est évident que pour utiliser un produit sans eau, il ne faut pas que ton véhicule soit trop sale. Okay. Ça prend une saleté normale. Il y a une logique, là. Oui, il y a une logique là-dedans. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend le produit, on le vaporise. Avec la première microfibre, c'est qu'on essuie légèrement, on lave le véhicule. Et avec la deuxième, dans Dry Wash, il y a un fini qui va protéger, qui va donner de la brillance. Là, à ce moment-là, on le prend et on l'essuie, on le polit complètement. Okay. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de microfibres. Et la minute que la microfibre est pleine, elle est sale, on change. Si ça vient trop plein, le microfibre, on peut risquer d'égratigner. Bien, il ne faut pas, comme tu disais tantôt, il y a une question de logique. Hein? Il faut pas, si le véhicule est vraiment sale, ça fait plusieurs semaines qu'on ne l'a pas lavé. On fait un petit coin, puis on le rince avant, on peut le rincer avec de l'eau. Par contre, tu es sans eau-là, si vraiment la saleté est légère, c'est magnifique. Hein? Parce que premièrement, tu n'utilises pas d'eau. Tu peux faire ça au camping, tu peux faire ça n'importe où. Tu es dans ton condo. Oui, dans le condo, dans le stationnement du condo, justement, on se demande beaucoup comment laver nos véhicules. C'est l'idéal. Exactement. Autre méthode? Oui, on a un ensemble de nettoyage sans rinçage, un sponge wash qu'on appelle, nous autres. Ça, c'est intéressant parce qu'on va utiliser juste à peu près 10-12 litres d'eau. Ça veut dire que je peux descendre à ma voiture, je peux aller à ma voiture avec un seau d'eau, juste 12 litres. On a une éponge spéciale, justement, qu'on appelle attrape saleté. Et on met un petit cop, à peu près 20 ml de savon dans la chaudière, et on peut laver tout le véhicule avec ça. Là, on est capable d'aller un petit peu plus sale avec ça, et le résultat est incroyable. Puis le véhicule, il est encore sec quand on a fini. Parle-moi du savon, parce que le savon est un peu spécial. Oui, on ne peut pas arriver puis prendre un savon, on ne peut pas arriver puis prendre mon foam load ou quelque chose comme ça pour laver, parce que ce produit-là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il repousse la saleté de l'éponge. Quand tu trempes l'éponge dans l'eau,
automatiquement, elle la repousse, l'éponge, quand tu la sors, elle devient complètement propre. C'est ça qui te permet de retourner, de recommencer à laver une autre partie du véhicule. Si j'aurais un savon standard, c'est qu'il mélangerait le savon avec l'eau, mais c'est pas ça qu'on veut, on veut qu'il la repousse. OK. Est-ce qu'il y a des propriétés particulières? Le savon, est-ce qu'il mousse? S'il ne mousse pas, est-ce que c'est normal? Il va mousser juste un petit peu. Il ne moussera pas beaucoup, ce n'est pas le but de toute façon, parce que compte tenu qu'on ne mouille pas beaucoup le véhicule, et on l'essuie après avec des microfibres encore pour le mettre sec complètement, tu n'as pas besoin de mouiller beaucoup. C'est l'éponge qui va faire tout le travail avec le savon, mais c'est bien important de ne pas utiliser n'importe quel savon. Ça prend ce savon-là pour ses propriétés. Donc, on rince bien l'éponge, c'est le secret, on rince bien l'éponge, puis on fait le tour du véhicule, puis c'est terminé? Exactement, exactement. Puis c'est le fun, tu peux laver tes fenêtres, tu peux laver tes jantes, tes pneus, tu laves vraiment tout le véhicule avec ça. Parfait. Les autres méthodes, là, on s'amuse un petit peu plus. Oui, bien aujourd'hui, j'ai dit, écoute, on parle souvent savon, on va parler savon glacé, des savons moussants. Bien, j'ai dit, là, on va montrer toute la possibilité avec quoi qu'on peut laver notre véhicule. Ouais. Aujourd'hui, on a la méthode standard, un seau avec une grille dans le fond, la mitaine, ce qu'on fait, ce que moi, personnellement, je fais le samedi matin quand je lave ma voiture, mais il y en a d'autres qui aiment ça, utiliser des accessoires. Et là, on a 3 équipements aujourd'hui que j'ai amenés qui est vraiment, vraiment le fun. Ça fonctionne différent. Quelles sont les propriétés différentes de chacun des guns qu'on a là? Avec les fusils qui sont là, premièrement, c'est pour faire de la mousse. La majorité du temps, on va utiliser le produit qui s'appelle Foam Load ou Ultra Mousse, s'il y en a qui veulent avoir la version française. Là, il y en a un qui est très facile, le IQ, le petit pompeux qu'on appelle. Nous autres, tout ce que tu as à faire, c'est que tu pompes, puis tu envoies la mousse dans ta mitaine ou sur le véhicule, puis tu le laves. OK. L'avantage de ça, d'utiliser une méthode comme ça, c'est que tu as besoin, dans ton seau, c'est juste de l'eau pour rincer ta mitaine. Okay. Tu n'as pas besoin d'avoir 2 seaux, un avec du savon, un avec de l'eau, ou de rincer directement dans ta chaudière. C'est que tu vaporises, ton savon, il est toujours pur à 100 %. Il est toujours... Tu l'envoies dans ta mitaine ou sur l'auto directement? Exactement. Tu passes ta mitaine, tu rinces ta mitaine dans ton seau, et c'est tout ce que tu as à faire avec ces méthodes-là, avec les 3 méthodes qu'on a ici. On a un petit IQ qui est intéressant. On pompe. Fait que c'est tout ce qu'on a à faire. On le mélange, le savon, environ 1 dans 10 dans ça, par contre. Ça demande un petit peu plus de concentration, vu qu'on n'utilise pas une grande quantité d'eau. C'est un autre avantage. On n'utilise presque pas d'eau avec ça. Donc, facile à utiliser, celui-là. L'autre les 2 autres semblent un peu plus sophistiqués. Oui. Quelque chose qui est intéressant, j'ai amené lui aujourd'hui parce qu'on peut l'utiliser avec un boyau d'arrosage très classique qu'on a à la maison. Tout ce qu'on a à faire, c'est on le prend, puis on le visse, on enlève l'adapteur, on met le boyau d'arrosage, et ceux qui veulent mousser le véhicule, bien, on le prend, on le mousse, et c'est vraiment, vraiment intéressant. Tu peux c'est plus spectaculaire. Oui, plus spectaculaire, là. Puis il y a un ajustement. OK. Le savon, on peut le mettre pur, on peut le mettre coupé 1 dans 2 si on veut, si des fois la voiture... Mais c'est toujours de trouver la bonne recette. C'est selon la mousse qu'on veut avoir? Exactement. Plus qu'on va le mettre concentré, plus qu'il va mousser, mais en plus, on a un ajustement sur la machine. OK. Fait qu'on peut en mettre plus, on peut en mettre moins, puis ça va très bien. C'est certain que la pression, c'est la pression de la ville que vous avez à ce moment-là qui va sortir. Fait que ça ne sortira pas fort comme une machine à pression, mais la mousse est intéressante. Ça, c'est le fun. L'autre, bien, j'imagine, c'est la machine à pression. C'est la totale. Ça, quand tu as une machine à pression, tu mets ton produit. Nous autres, on le met 1 dans 10, le produit là-dedans. Ça veut dire que tu prends l'équivalent de ce que tu mets dans ton seau d'eau pour laver une chaudière avec ça. Tu as 1 litre, tu en as en masse pour tout mousser ton véhicule. Tu le mets dedans et tout ce que tu as à faire, tu mousses ton char au complet, puis après tu laves avec ta mitaine, puis tu rinces ta mitaine tout simplement. Et lui, il va en faire de la mousse. Ah, lui, c'est de la crème à barbe, c'est pas compliqué. Plus que tu vas le concentrer, plus que tu vas faire l'ajustement, plus qu'il va épaissir. Là, c'est vraiment... On voit ça souvent, là, c'est spectaculaire quand tu vois ça. Là. Donc, c'est les différentes méthodes, Richard, mais une fois qu'on a lavé notre véhicule, il y a souvent les fameuses taches d'eau qui restent sur le véhicule. Est-ce que tu suggères de passer un autre produit ou de l'essuyer? Ça, c'est une bonne question parce que c'est une question qu'on se fait poser à tous les jours. Dire « Ah, j'ai des taches d'eau sur mon véhicule, est-ce que c'est ton savon qui fait ça? » Il faut savoir que peu importe le savon, les taches d'eau, c'est normal. La grosse logique est là. Tu laves ton véhicule, tu le rinces, ça veut dire que tu l'enlèves.
si ton véhicule est bien rincé, puis après, il reste de l'eau, si tu ne l'essuies pas avec un chamois ou tu n'utilises pas une raclette de type caoutchouc souple pour enlever ton eau, tu vas avoir des taches d'eau. C'est quasiment... Inévitable, c'est l'eau qui sèche au Oui, soleil. oui. C'est pas la faute du savon. Là. Peu importe le savon que vous avez, c'est pas la faute du savon, c'est l'eau. À un moment, l'eau est plus dure, puis il va faire des taches, tout dépendant des différentes régions où tu es rendu. Fait que c'est la seule chose qui fait ça. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir, Daniel. Voilà de retour, je suis maintenant accompagné de M. Mario Vaillancourt de la Société de l'assurance auto du Québec. Bonjour Mario. Salut Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors Mario, vous avez annoncé quelque chose de très gros, d'important pour, à tout le moins en ce qui me concerne, une première dans l'histoire. C'est une baisse importante au niveau des permis de conduire. Parle-moi de cette bonne nouvelle. Bien, c'est toute une bonne nouvelle, effectivement. Ça concerne 6,4 millions de détenteurs de permis. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que la société retourne de plus d'1 milliard, pour être bien précis, 1 milliard 158 millions aux automobilistes, aux détenteurs de permis de conduire. Et ça se traduit, Daniel, sur un rabais dans le fonds de contribution d'assurance sur 2 ans, 2022-2023. Au global, ça veut dire 184 Donc, c'est quand même une somme importante. C'est une somme importante, 184 et si vous êtes un motocycliste, ça veut dire 338 sur les 2 années. Alors, tout ça est possible parce que les rendements, les placements, vous savez que les contributions financières sont placées à la Caisse de dépôt, alors les rendements ont été supérieurs à ce qui avait été prévu dans les dernières années et on sait tous que l'année 2020 qu'on a passée, a été un peu atypique. Hein? Donc, on peut déjà vous dire, même si le bilan routier est à venir, qu'il y a une baisse du nombre d'accidents. On parle de 30 de moins et de 10 à 12 de moins d'accidents avec blessés graves. Alors ça veut dire 250 millions de moins en couverture de régime. Alors, tout ça fait en sorte que oui, c'est une très bonne nouvelle. Donc, 2022-2023, congé de contribution d'assurance. Dans le fond, ce que les gens vont payer, c'est seulement les frais. Voilà, ça, c'est une très bonne nouvelle. Déjà, les rumeurs disent, bon, ben là, ils nous font un rabais important pour peut-être augmenter par après sans qu'on s'en rende compte, parce qu'on ne se rappellera plus du prix de l'ancien prix. Et là, on va nous camoufler une augmentation au passage. Trop tôt pour en parler? Il est trop tôt pour en parler. Écoutez, il faudra voir, évidemment, si les rendements sont au rendez-vous et si il faudra voir les bilans routiers. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-ci, on parle de 2022-2023. On verra. Si jamais la situation est la même, bien, on pourra encore une fois annoncer de bonnes nouvelles, mais on ne peut pas aujourd'hui statuer précisément sur cette année-là. Le temps file, Mario. Je veux que tu me parles de la campagne Partage la route. Oui, on lance dans la semaine prochaine et pour les prochaines semaines une campagne Partage la route. Donc, vous savez qu'à ce temps-ci de l'année, hein, les gens sont de retour là, sur la route malgré la pandémie. Les cyclistes, les motocyclistes, oui, c'est tout ça. le monde. Et ce qu'on demande, dans le fond, ce qu'on dit, là, c'est de faire attention aux plus vulnérables. Les piétons, les cyclistes, les motocyclistes. Et on amène ce qu'on appelle le principe de prudence qui est maintenant intégré au Code de la sécurité routière. Ce que ça dit, ce principe de prudence-là, c'est de faire attention aux plus petits que soi. Okay. Donc, on est tous usagers de la route. On peut être, la même semaine, on peut être un piéton, on peut être un cycliste, on peut être un motocycliste, on peut être un automobiliste, un camionneur. Donc, il faut toujours tenir compte des autres sur la route et faire preuve de... Je pense que moi, il y a deux mots qui reviennent, c'est patience et tolérance. Bien, surtout les piétons, parce que depuis la pandémie, il faut avouer qu'il y a de plus en plus de gens qui ont redécouvert ou qui ont découvert la marche. Oui. Donc, beaucoup s'en vont marcher et ça, il faut faire attention. Bien, absolument. Et je pense qu'il faut en tenir compte parce que les chiffres disent que les gens sont de retour sur la route et les piétons sont de retour en milieu urbain partout. Alors, il faut mettre l'accent là-dessus. On va parler aussi dans les prochaines semaines de chantier routier. Il faut être prudent aux abords, faire attention aux signaleurs. Là aussi, on va intervenir au cours des prochaines semaines. Et le bilan routier s'en vient. Il n'y en a pas de travaux à Québec. Il y en a à longueur d'année, mais là, il y en a beaucoup plus. Ça explose littéralement. Donc, il faut faire attention à nos travailleurs, évidemment, qui s'efforcent à réparer nos routes. Oui, on va se parler pour le bilan routier parce que ça va être très important. Puis ça va faire l'objet de notre prochaine chronique. Parfait. On se revoit. Avec plaisir. Merci beaucoup, Mario. Bonne journée.
Alors voilà, c'était M. Mario Vaillancourt de la Société de l'assurance auto du Québec qui avait vraiment une bonne nouvelle pour nous. On s'arrête et on revient. Les systèmes 4 roues motrices sont de plus en plus présents dans l'industrie automobile, au point où on se rend même plus compte qu'ils sont sur notre voiture et surtout, on se rend plus compte à quel point ils rendent notre voiture sécuritaire. On les voit aussi apparaître sur différents véhicules, des mini-fourgonnettes, des petites berlines. Toyota nous a invités ici à Calabogie afin de faire l'essai de leurs différents systèmes et surtout de les mettre à l'épreuve. Afin de faire l'essai de leurs différents systèmes, Toyota nous ont proposé plusieurs exercices qui nous permettaient justement de mettre en valeur la différence entre les systèmes de traction intégrale qu'ils proposent. Avant de parler de ces exercices, parlons un peu des systèmes offerts justement par Toyota parce qu'ils offrent une gamme de produits très complets. Donc, tout ce qui peut y exister comme système de traction à 4 roues motrices, on l'offre du côté de chez Toyota. On peut commencer par le bon vieux système 4x4 qu'on connaît, utilisé dans les gros camions. Donc, c'est de la mécanique très robuste avec les systèmes de gamme basse. Un système primaire, mais toujours efficace pour les camions et les gens qui veulent travailler ou faire travailler très dur leur camion. Et il y a les autres systèmes de traction intégrale. Système de traction intégrale plutôt traditionnel, donc un système avec un véhicule qui est basé justement sur un véhicule à traction avant, qui envoie de la performance à l'arrière si les roues glissent. Donc, il y a une mécanique entre les roues avant et les roues arrière. Et le nouveau système. Le système que Toyota veut mettre en valeur, c'est-à-dire un système 4 roues motrices, mais jumelé avec un véhicule hybride, ce qu'on voit apparaître de plus en plus sur le marché. Quelle est la différence avec ce système? C'est qu'on n'a pas d'éléments mécaniques entre les roues avant et les roues arrière. On utilise plutôt un moteur électrique sur l'essieu arrière qui amène la traction. Donc, ça élimine quand même beaucoup de pièces mécaniques, un peu moins d'entretien. Ça enlève du poids, un peu plus d'économie de carburant. C'est ce qu'on voulait mettre en valeur. Pour le mettre en valeur, bien, on a proposé différents exercices et là, j'ai vraiment aimé ces exercices. Surtout le premier, c'était de l'accélération. Bon, il y a des véhicules traction intégrale, mais il y a des véhicules à propulsion aussi proposés par Toyota. Et ces véhicules, bien, il y a une 86, comme j'ai ici, ou encore la Toyota Supra. On l'a placé en compétition avec des véhicules non traditionnels, comme la Sienna. On sait qu'on propose maintenant la Sienna en version hybride, mais traction intégrale également. Donc, on avait une belle petite piste d'accélération ici. Et là, Supra contre Sienna, normalement, on sait très bien que la Supra va gagner, mais là, c'est la Sienna qui a gagné dans le processus d'accélération que j'ai fort apprécié. Mais il y avait des éléments en accélération que je voulais voir. Lorsque on conduit un véhicule comme ça, qu'on appuie sur l'accélérateur, on veut quoi? On veut un système et on veut une voiture qui va très droit. La façon dont on a calibré le système de traction intégrale chez Toyota avec la Sienna, elle va vraiment très, très droite et elle reste stable, autant en accélération qu'en freinage. Alors ça, c'est vraiment un élément fort apprécié. Ça amène beaucoup de sécurité. Il y avait aussi la 86 qu'on a mis en compétition aussi avec la Sienna. Et il y avait une Prius sur place, la Prius qui aussi a très bien fait en accélération. Même chose, on voulait voir de l'accélération, on voulait voir un véhicule qui va droit, mais qui mord aussi en arrière. Parce que ce que j'ai constaté avec la Prius, c'est que le temps de réaction des roues arrière est un peu moins rapide que sur la Sienna. Le véhicule reste quand même très, très droit, autant en accélération qu'au freinage. Et évidemment, la Prius a battu 121 chevaux, puis on a battu la Supra et on a battu la 86 de façon évidemment très claire. On s'en doutait là, quand même, parce que les véhicules à propulsion comme ça, ce n'est pas fait pour l'hiver et surtout pour faire de l'accélération l'hiver. On peut l'utiliser l'hiver. C'est pas vrai ce que je viens de dire, on peut l'utiliser l'hiver. 4 bons pneus à neige, dans de belles conditions, on sort sa voiture, on peut avoir du plaisir, mais il faut conduire dans les limites du véhicule parce que, évidemment, on a moins de traction. Autre exercice qu'on avait, c'était avec les RAV4. Bon, RAV4, c'est le véhicule chouchou chez Toyota. On aime beaucoup notre RAV4, avec raison, on en vend énormément et on le décline en plusieurs versions. Il y avait la version traction, donc uniquement traction, qu'on a mis à compétition avec le beau RAV4 Prime qu'on a ici, 100% électrique. On avait également un RAV4
plus traditionnel dans son système hybride. Ce que je voulais tester, évidemment, c'est ce système-là avec le RAV4 Prime 100% électrique. On sait 68 km 100% électrique. Bien, lorsque le moteur à essence n'intervient pas, je voulais vraiment voir en accélération comment le train arrière allait se comporter, comment on l'avait calibré. Et encore une fois, beaucoup de traction. Il y a beaucoup de puissance dans le véhicule, au-dessus de 300 chevaux. Mais encore une fois, il va très droit. On l'a bien calibré. La réaction des roues en arrière, ça se fait à merveille. Alors, j'ai vraiment apprécié. Dans le cas du RAV4, plus traditionnel qu'on avait, on avait un TRD Pro, le véhicule va très, très bien. On choisit son mode de traction et il n'y a pas de problème de ce côté-là. Au point où, entre un hybride, un traditionnel et un RAV4 Prime, j'ai pas vu beaucoup de différence dans le système, dans la traction du système. Un peu d'hésitation dans le véhicule hybride et un système d'antipatinage qui est un petit peu trop intrusif, mais à part de ça, dans la traction en tant que telle, j'ai pas vu vraiment de différence. Et c'est ça qu'on voulait nous prouver du côté de chez Toyota. On voulait nous prouver qu'un système traditionnel et un système jumelé avec un système hybride, donc avec un moteur électrique sur l'essieu arrière, fait un travail équivalent d'un système tout à fait traditionnel. Et c'est vraiment réussi. Si c'était l'objectif, c'est réussi. Mon constat, si vous pouvez vous offrir un véhicule, que ce soit hybride ou traditionnel, muni d'un système de traction intégrale, ça fait vraiment une grosse différence. Ça rend nos véhicules beaucoup plus sécuritaires. Voilà de retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Mathieu Thomasin. Salut Mathieu! Salut Dan! Ça va bien? Toujours, toujours. Alors Mathieu, plusieurs nouvelles de l'industrie. On commence avec quoi? On commence avec le Ford. Je n'ai pour dire tout le temps Timberland, mais c'est pas le véhicule de Justin, c'est vraiment Timberline. En fait, on ajoute cette version-là à l'Explorer. Et si tu regardes, on suit pas mal la tendance du marché qui veut de plus en plus que les véhicules sport utilitaires soient capables hors route. Hein? La mode de partir en camping, de partir en aventure, on s'entend, là, on leur donne des beaux critères, on leur donne plein d'équipements. C'est pas tout à fait fait pour affronter une côte de cailloux vraiment agressive. Mais j'adore quand même qu'est-ce qu'on a fait parce que l'Explorer, je le déteste pas. Et si tu regardes, on a quand même surélevé la suspension, on a quand même ajouté des pneus et là, on parle vraiment avec un flanc de 65. Donc vraiment assez gros pour si jamais on sort et on s'en va dans la boue, bien qu'on n'abîme pas nécessairement le mag. Et on va ajouter en dessous des plaques de protection. Et l'attention que je trouve particulièrement intéressante, c'est dans la calandre en avant. On ajoute des phares. On a de la lumière. On a de la lumière. Ben oui, il faut voir la nuit, une fois qu'on est dans le bois, où sont les loups, les ratons laveurs. Et lorsqu'on ne les utilise pas, on peut tout simplement glisser une petite plaque et ça va tout simplement annuler donc nos fameux phares auxiliaires. Il ne faut pas oublier qu'une loi quand même, surtout ici au Québec, qui dit que si nos phares auxiliaires seraient plus hauts que les phares réguliers, ils doivent être couverts lorsqu'on ne s'en sert pas. Fait qu'on a joué quand même quelque chose de très intéressant du côté de Ford. C'est sûr qu'on améliore aussi les angles d'attaque et de départ. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais il y a un rocher en avant, donc on est capable d'affronter, surtout s'il est plus gros, d'être capable d'aller positionner son pneu sans rien toucher au niveau du pare-choc à l'avant et la même chose aussi à l'arrière. On a utilisé un différentiel à glissement limité Torsen. On revient au bon vieux mécanique, comme dans le temps. Parle-moi de ça parce que fiabilité. Ça, ben oui, fiabilité, robustesse, et on jume le tout, encore une fois, à des modes hors route de conduite. Donc là, on suit la mode, un peu de ce qu'on voit partout. GM avec sa série AT4, même Toyota avec le RAV4 où est-ce qu'on apporte des mentions trail. Subaru aussi embarque avec son côté wilderness, un peu qu'on appelle. Donc, de plus en plus des véhicules comme ça, vous allez en voir. Le plein air est de plus en plus populaire, donc on va avoir un véhicule qui a l'allure plein air avec un peu plus de capacité, mais il faut rester logique dans les capacités en route de ce type de véhicule-là. C'est fait pour aller à l'aventure, mais l'aventure léger. Oui, mais on s'entend, Matt va toujours pousser peut-être plus loin et je vous confirme que chaque véhicule, peu importe c'est quoi, a ses limites et des fois, c'est pas long à trouver. Autre nouvelle. On y va toujours avec Ford qui annonce le retour du F-150 Lightning. Je te ramène un peu dans le temps. On se rappellera qu'en 1993, c'était le fameux SVT Lightning, donc une camionnette de performance qui s'attaquait un peu au GMC Cyclone qu'on avait.
Bon, 2 roues motrices, motorisation quand même assez puissante. Il n'était pas aussi rapide que la compétition, mais qu'est-ce qu'on avait conservé? C'est ses capacités de remorquage de 8400 livres dans le temps. On évolue un petit peu plus vers les années 2004, disons, et là, on avait une version 380 chevaux. On parle d'un moteur Triton qui était suralimenté, et là, c'était le modèle vraiment de performance. Donc, on avait quand même des capacités de remorquage de 5000 livres, voire même une capacité de charge de 1360. Et dans le temps, aux États-Unis, ça se détaillait aux alentours de 34 000 $. On ajoute un petit peu plus cher du côté canadien. Et là, on ramènerait le nom, mais regarde, version électrifiée. Donc là, ça nous amène à nous poser quelques questions. Est-ce que ça va être vraiment un camion pour travailler tous les jours, un camion hors route? Si on se fie au mot Lightning qu'on ramène, ça va être un camion de performance qui va être capable de remorquer, mais peut-être pas la grosse Regardez machine. du côté de GM. On le sort après, on ne peut pas être en bas de GM pour la première version annoncée du F-150. Bien, c'est sûr. Donc, c'est le Hummer qui est directement Ciblé. visé. Et lorsqu'on regarde les chiffres du Hummer, ils sont vraiment impressionnants. Pas pour rien qu'on amène la version Lightning. Je suis bien content qu'on ait résisté au non Mustang là, pour Ouais. le F-150. Non, ça, il ne faut pas que ça arrive. C'est très prometteur parce que, l'image est belle, donc le style est vraiment prometteur. Et évidemment, on veut sortir une version haute performance avant de sortir la version, je dirais, monsieur, madame, tout le monde. Il faut dire aussi qu'on a vu des vidéos que celui-ci était capable de remorquer une panoplie de wagons de train, donc c'était extrêmement puissant. Mais c'est sûr qu'on s'attaque aussi à plusieurs compétitions qui vont faire leur apparition pas mal en même temps que ça va sortir. Tu l'as mentionné, le Hummer, mais on peut penser à Rivian avec le R1T, le fameux Tesla Cybertruck. Je m'étais mis une notification à un moment donné quand ça allait sortir. Ça, je pense qu'on est dépassé depuis un bout de temps. Et il y a le fameux Lordstown Endurac, là, prononciation qui est un peu bizarre à dire comme ça. Le Rivian ne devait pas être le F-150? Longue histoire. Un autre débat. Un autre jour. On y va avec bringatrailer.com, un de mes sites préférés. Quand je me lève le matin avec mon café, j'aime ça regarder les véhicules qui sont à vendre là. C'est un site comme un peu d'encan, si tu veux, sur lequel tu vas muser. Puis il y a beaucoup de véhicules extrêmement rares. Et on a le dernier Plymouth. Wow, voiture très recherchée. Oui, avoir sorti de la ligne d'assemblage. C'est un peu particulier que ce soit en réalité le fameux néon, là, le fameux néon 2.0. Nous, on l'a connu ici sous cette forme-là. C'est un peu surprenant, vu l'histoire de Plymouth, que ça soit le dernier véhicule qui est sorti de la ligne d'assemblage. Et là, c'était une personne qui avait spécialement commandé ce véhicule-là, qui avait dit « moi, je le veux ». Il l'avait pris, il l'a serré tout simplement. Ce véhicule-là a à peine l'équivalent de 110 km, transmission manuelle. Et là, on le tire à justement l'encan sur Bring a Trailer. Et je t'annonce que présentement, on est rendu à au-dessus de 15 000 US. À l'heure où est-ce qu'on a filmé les nouvelles, je te confirme que lorsque ça va se terminer, ça risque de valoir un petit peu plus cher pour ce véhicule-là. Mais quand même, assez intéressant de voir une pièce d'histoire, pas la plus fiable, pas la meilleure, pas la plus belle non plus. Mais c'est intéressant de voir ça. Mais voyons, voiture de l'année, voiture canadienne de l'année à sa sortie, le néon. Je peux pas croire. Bon. C'est passé de quoi avec les journalistes cette année-là, je te le confirme. Attends. En terminant rapidement, Daniel, bon, c'est une pénurie des semi-conducteurs, des fameux chips pour les ordinateurs, les tableaux de bord digital et tout, mais là, on parle d'une pénurie de caoutchouc. Pour la COVID, on n'a pas eu la possibilité de replanter autant d'arbres, maladies de feuilles aussi. Et je te rappelle qu'en juin 2020, c'était 1,90 $ le kilo pour le caoutchouc. Mais là, présentement, du côté du mois de février, moi-même, il y a plusieurs années, on avait vu 3,55 $. Et là, ça bouge encore totalement à la hausse. Mais si on manque de caoutchouc, on manque de pneus, c'est pas bon pour l'industrie de l'automobile qui est encore affectée présentement, de pénurie, de problématiques d'assemblage, de tout ce que tu veux. Ça va coûter plus cher au bout de l'année. Composantes électroniques, les processeurs, bref, c'est vraiment difficile de produire des véhicules par les temps qui courent. Yes! Merci Mathieu. Plaisir. Voilà, on s'arrête à Virage et on vous revient. Voilà de retour pour nous rejoindre 670-9078, poste 230 ou encore virage à telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions. Jacques, on a pas mal de questions, peu de temps, alors on y va immédiatement. Il y a M. Julien qui dit Honda Fit 2018 automatique, 6000 km pour ma fille qui est étudiante. J'aimerais la garder longtemps, oui ou non? Ben oui. C'est possible. C'est possible. 6000 km.
Mais on achète. On achète, c'est meilleur marché, premièrement, qu'une neuve, et elle est à l'état neuf. Ben oui, c'est ça. Donc, C'est ça. On achète. Et Honda devrait changer sa Fit. On n'en parle pas assez de la Honda Fit parce que on aime ses bancs à l'intérieur, son économie, sa fiabilité. Du côté de chez Honda, on dirait qu'on ne veut pas en vendre, on ne veut pas en produire, je ne sais pas, on a de la misère. Mais dans l'ensemble, c'est la petite voiture qui est le plus versatile avec son aménagement intérieur. Alors, oui, puis ça va garder une grosse valeur de revente. Ben oui. Puis Honda, ça vieillit bien. Ça vieillit bien. Devrait arriver avec une Fit 4 portes pour s'exciter un peu au niveau du design. Ça ferait du bien. Je suis en train de me faire convaincre par le Volkswagen ID4 que je vois, plus je vois l'annonce, plus je l'aime. Qu'en pensez-vous? Alors oui, Volkswagen, je pense que mettre beaucoup d'emphase sur ce véhicule-là. Je ne l'ai pas conduit encore, je ne l'ai pas touché, je ne l'ai même pas vu en vrai. Donc, lorsqu'on pourra toucher à ce véhicule-là, on va vous en donner plus de détails. Moi aussi, je le suis beaucoup, mais je sais pas, comme tu dis, on n'a pas eu la chance de monter à bord, mais c'est un véhicule que je pense qu'on va pouvoir recommander. Jacques, un petit classique, je regarde pour une Mazda CX-30 moyen de gamme en achat. Le seul autre véhicule serait le nouveau Hyundai Tucson, mais on ne peut pas l'essayer encore. Bon, le nouveau Tucson, je n'ai pas encore touché non plus. On devrait l'avoir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, pour l'instant, c'est le CX-30 que je vous recommande. Et qui est excellent comme véhicule. Bien construit puis qui est agréable à conduire. Kia Telluride, un autre classique. Kia Telluride, je remarque plein de choses, mais pour des petits travaux, 3 à 4 000 livres maximum. Il n'y a pas d'autre choix que je peux voir, évidemment, dans le marché présentement. Les autres qui m'intéressent sont trop chers. On parle du Passport, du Pilote ou du Highlander. Alors, le Telluride, c'est le choix idéal. Kia sont agressifs dans le prix. Et même s'il était à peu près au même prix, je pense que le Telluride serait encore recommandé. C'est ça qui est choisi le premier prix au niveau des essais qui ont été faits au travers des journalistes, etc. Alors, c'est la meilleure achat actuellement sur le marché. Rapidement, Jacques, un véhicule que tu connais bien. Mercedes GLK 250, donc c'est diesel. Oui. Un 2015, 117 000 km. Est-ce que c'est un bon achat? Pour à peu près 5 ans, je fais 7 à 8 000 km par année. Je pense que c'est un bon achat. C'est un véhicule très agréable à rouler. C'est un véhicule un peu dispendieux à garder, à conserver, parce que le coût horaire, lorsqu'on va chez un concessionnaire Mercedes pour le faire entretenir, est assez élevé. Mais si on trouve un garage quelqu'un qui est capable de jouer dans ces véhicules-là, c'est un véhicule très agréable à conduire et très solide. Ouais. Absolument. Merci, Jacques. Ouais, plaisir. Voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine. On se reparle la semaine prochaine pour un autre Virage. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec.